tous. Les municipalités de Rolle et Mont-sur-Rolle sont très heureuses de vous accueillir ce soir pour cette séance d'information sur ce projet réel. La proposition de Romand d'énergie est venue, ça l'a fait déjà quelques mois, et nous avons pris le temps d'essayer de comprendre déjà, ensuite d'essayer de jauger les avantages et les risques du projet. Donc nous avons fait quelques séances. Et je tiens à remercier les membres de la commission énergie de la commune de Rolle qui sont présents, parce qu'ils ont fourni vraiment un grand travail pour nous aider dans cette décision. La conclusion, c'était que effectivement ce projet offrait clairement des opportunités pour nos citoyens, autant propriétaires que locataires. Et nous vous offrons, avec cette séance d'information, la possibilité de choisir, puisque c'est vous qui allez prendre cette décision, d'entrer dans cette aventure ou pas. Voilà, oui. Qu'ajouter après tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, on a un tournant au niveau de l'énergie, on tend vers une transition énergétique, et le projet le nomme bien, on va vers une consommation d'énergie durable et intelligente. Et c'est ce que va permettre de mettre en œuvre ce projet qui vous sera présenté ce soir. Voilà, donc je vais rapidement présenter les intervenants qui vont se succéder. Donc, Monsieur Emmanuel Facchinetti, département du territoire et de l'environnement, direction générale de l'environnement du canton de Vaud. Monsieur Arnaud Wiffrard, chef du projet réel de Romand d'énergie. Le professeur François Maréchal, directeur du laboratoire des processus industriels et systèmes énergétiques de l'EPFL. Et enfin, Madame le professeur Claudia Binder, directrice du laboratoire des relations entre l'homme et l'environnement dans les systèmes urbains, EPFL. Voilà, donc on va passer la parole à ces acteurs du projet. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Évidemment, on est là pour ça. Et ensuite, on vous offrira un petit verre à la sortie pour continuer nos discussions. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de la Direction générale de l'environnement et plus particulièrement de la Direction de l'énergie de l'État de Vaud, je vous souhaite également un cordial bienvenue ce soir. Cet événement très important, très intéressant, pas seulement pour la commune de Rolle, mais aussi pour l'État de Vaud et plus en général pour les tournois énergétiques de la Suisse. Il y a à peine 11 mois, c'était le 21 mai de l'année passée, que nous avons voté pour la stratégie énergétique 2050. À la Direction de l'énergie de l'État de Vaud, à chaque fois, c'est intéressant pour nous rappeler que l'État de Vaud le canton de Vaud était le canton où la stratégie énergétique était acceptée avec les scores les plus élevés en Suisse, 73%. Nous sommes très fiers de ça. Et puis c'est très ravissant, seulement 11 mois après, d'être là ce soir, chez vous, à Rolle, pour démarrer un projet exemplaire d'envergure comme les projets réels que vous allez découvrir ce soir. Justement, avec la stratégie énergétique 2050, nous avons décidé de se fixer des objectifs qui sont très ambitieux, mais aussi concrets et réalistes. Aujourd'hui, au Parlement, dans cette semaine, il y a aussi une discussion de la nouvelle loi sur le CO2 qui va encore renforcer la motivation et l'effort, la volonté de la Suisse d'aller vers le tournant énergétique et de respecter les accords climatiques qui sont si importants. Il s'agit de quelque chose, des objectifs qui sont très ambitieux et tous, citoyens, entreprises, communes, cantons et confédérations, nous devons fédérer les esprits pour essayer justement d'accomplir cette transition énergétique. Finalement, au niveau de canton, c'est la confédération et les conditions cadres qui sont fixées par la confédération. Donc, c'est les compétences que la confédération assigne au canton. Et c'est à l'intérieur de ces compétences que les cantons, donc l'État de Vaud, a une marge de manœuvre pour définir une politique énergétique. Donc, avec l'approbation de la loi, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, vous comprenez bien que c'est un moment très intéressant et aussi dynamique pour la politique énergétique cantonale. Effectivement, nous avons en prévision en 2019 en 2020
une révision de la loi sur l'énergie cantonale. Et nous travaillons dans ce moment à définir en fait la conception cantonale de l'énergie. Il s'agit d'un document qui sera publié vers la fin de l'année, annoncé par le Conseil d'État. On l'attend pour la fin 2018 justement. C'est un document stratégique où nous allons inscrire la stratégie énergétique du canton avec sa vision long terme, mais aussi les objectifs qui sont moyen et court terme. Et c'est là aussi que nous allons identifier les champs d'action sur lesquels on va s'engager dans les mois et les années à venir. Les slogans de les résumés synthétiques et aussi les slogans de cette conception énergétique cantonale, c'est très simple. De l'énergie locale et rénovable pour tous, grâce à l'implication de chacun. C'est rien de très surprenant que cette conception énergétique cantonale va se baser sur 3 piliers, sur 3 axes stratégiques, comme on les appelle. Les premiers, c'est la maîtrise de la consommation. Donc, nous devons, dans le futur, essayer de consommer moins et mieux, avec un objectif de réduire de la moitié notre consommation par personne d'ici 2050. Le deuxième axe, c'est celui du développement de la production locale et renouvelable. Donc, aujourd'hui, 15% de l'énergie qui est consommée sur le canton est produite localement par des énergies renouvelables. En 2050, nous devons être à 50%. Le troisième axe de développement stratégique est celui en fait de garantir la sécurité de l'approvisionnement. Il s'agit d'objectifs qui, vous les voyez bien, sont très ambitieux, qui nécessitent une transformation du système énergétique, notamment au niveau des infrastructures. Donc nous avons besoin de faire évoluer nos réseaux énergétiques, travailler sur l'intégration de certains de ces réseaux, développer une planification énergétique territoriale adéquate et dynamique, intégrer de nouvelles technologies comme le stockage et des technologies qui sont pour le contrôle et la gestion de la production et de la demande de l'énergie. Et probablement la chose la plus importante, nous devons essayer de travailler tous ensemble et fédérer les esprits de tous les acteurs pour pouvoir y arriver. Et ces aspects qui sont si importants pour le succès de la politique énergétique cantonale et fédérale sont aussi des aspects qui sont au cœur du projet REL que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc c'est pour cette raison que l'État de Vaud soutient avec conviction ces projets et remercie et est très reconnaissant à la commune de Rolle et à vous, les citoyens de Rolle, de l'engagement que vous allez mettre dans les mois à venir dans ces projets. Nous saluons bien évidemment la participation des partenaires académiques d'excellence que vous allez entendre tout à l'heure, et aussi l'implication de Roman Énergie qui est certainement un acteur incontournable sur le marché vaudois de l'énergie. Donc nous sommes très convaincus du succès de ces projets et de l'importance, et nous avons la vision et l'espoir que les résultats de ces projets peuvent être répétés, répliqués ailleurs, dans d'autres villes de l'État de Vaud, du canton de Vaud, mais aussi ailleurs au-delà de notre frontière. Donc nous souhaitons beaucoup de succès aux porteurs des projets et vous remercions infiniment pour l'engagement que vous allez mettre dans les mois à venir dans ces projets. Merci. C'est fini. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus si nombreux ce soir et j'aimerais vous remercier au nom de Remond Énergie et de la direction du projet REL de votre présence. Un projet qui va nous conduire sur le chemin de comment consommer de l'énergie de manière plus durable, plus autonome et plus intelligente. Pourquoi un tel projet ? En fait, c'est l'évolution en matière de politique énergétique associée à un retrait du nucléaire et une transition des énergies renouvelables qui nous conduit tous à un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, c'est dans la manière que nous avons de consommer l'énergie qui est à disposition. Pour atteindre ces objectifs, il faut donner aux consommateurs les moyens de modifier leur comportement. D'une part, par des infrastructures, notamment publiques, appropriées, par des conditions cadres adaptées. Par exemple, je citerai de manière très générale ce qui peut être nécessaire au niveau des conditions de travail, des modèles fiscaux, voire même des programmes de développement durable. Et de là se posent les questions suivantes. Comment puis-je satisfaire tous mes besoins en consommant moins et en polluant moins? Quel comportement dois-je adopter? Répondre à un tel défi, forcément, demande votre concours. C'est pour ça que nous avons besoin de vous, absolument besoin de vous dans la réussite de ce projet.
Forcément, répondre à un tel défi demande le concours de chacun. Volonté politique d'un côté, engagement des acteurs du marché du secteur de l'énergie et citoyens consommateurs. C'est pour cette raison que les trois parties prenantes sont aujourd'hui réunies ici ce soir. Ce programme de recherche, qui est le projet réel et qui nécessite votre soutien, indispensable, que je vous ai dit, nous vous invitons donc à nous aider à comprendre quels sont les moyens dont vous avez besoin pour pouvoir modifier votre comportement de consommation énergétique vers un mode plus durable et plus responsable. Ces deux notions vont être expliquées notamment au cours des ateliers collaboratifs qui seront orchestrés par le professeur Vindel et nous donnera la possibilité de découvrir où sont les éléments moteurs et où sont les éléments freins à la transition énergétique. Pourquoi et comment participer à ce projet? Vous pouvez participer avec les autorités et les professionnels de l'énergie à façonner la forme que prendra la transition dans votre canton. Vous pouvez comprendre le cadre d'expérience spécialement prévu, comment modifier votre comportement énergétique en rejoignant la communauté énergétique de votre région. Vous pouvez tester sans frais des systèmes de gestion énergétique pour votre bâtiment et profiter d'autres opportunités durant toute la durée du projet. Vous pouvez apprendre ainsi comment vous apprécierez dans le futur les nouvelles offres de produits énergétiques qui immanquablement se seront présentes sur le marché. Vous pouvez donc, pour participer, vous inscrire aux ateliers collaboratifs mis en place pour vraiment la définition des expériences collectives qui vont être tentées durant toute la durée du projet sur un plus grand nombre de participants. Ces ateliers collaboratifs auront l'occasion, avec les partenaires académiques, de pouvoir définir quelles sont les règles du jeu. Ensuite, vous pouvez vous contenter aussi de participer uniquement à ces expériences que les gens auront, enfin certains de vos concitoyens auront eu l'occasion de définir avec mes partenaires académiques. Vous pouvez vous inscrire pour équiper votre maison des techniques qui permettent la gestion énergétique de manière plus intelligente et découvrir comment la flexibilité que vous pouvez ainsi avoir pourrait être valorisée à l'avenir, car c'est ce que le cadre légal prévoit. La modification du comportement et ainsi soulager les installations de distribution des différents gestionnaires de réseau pourrait être rétribuée en échange de ces services. Même si vous êtes un gros consommateur et que vous pouvez bénéficier ainsi de l'approvisionnement fait par un autre fournisseur d'énergie que Remonte Énergie, vous avez aussi la possibilité donc de participer pleinement à ce projet. Les systèmes de gestion énergétique, finalement, c'est quoi? Alors en fait, la problématique, elle est donnée essentiellement du fait que plus on va vers une production d'énergie renouvelable, plus le maximum de production disponible a lieu à un instant où on n'est pas à la maison pour pouvoir consommer. Donc, avec ces systèmes de gestion, c'est d'abord en fait une machine qui apprend à se conformer à vos objectifs de consommation énergétique. Et de cette manière, on voit clairement qu'on peut répartir, aplanir et diversifier le mode de consommation. Ensuite, c'est une intelligence qui est délocalisée, qui ne demande pas du tout d'être connectée à quelque chose à distance. C'est quelque chose qui optimise les différents flux d'énergie entre les équipements du bâtiment et du réseau, en fonction finalement de choix personnels en matière de coût et de confort que vous aurez définis. On peut bien entendu imaginer que vouloir obtenir le coût le plus bas de consommation énergétique conduise à un certain sacrifice au niveau du confort. Ce n'est certainement pas quelque chose qui sera l'objectif principal de chacun.
On évolue d'ailleurs dans un espace connecté qui s'étendra très tôt au-delà du réseau électrique. On voit ici des exemples qui lient par exemple l'électronique grand public, la sécurité, tout ce qui concerne la protection des biens immobiliers et les éléments de confort. À partir de ce moment, on peut aussi imaginer que les éléments qui sont en rapport avec la santé ou la sécurité publique puissent être intégrés. Et cela fait partie de l'évolution attendue au cours du projet, et vous pourrez suivre avec nous finalement l'évolution que prendra le projet dans ce domaine-là. Comment ça marche? En fait, le système prend en charge les objectifs fixés par l'utilisateur. Par exemple, en optimisant soit la puissance soutirée, soit la facture d'énergie globale, ou alors maximise l'autoconsommation qui est faite à partir de la production photovoltaïque qui est sur le toit. Donc, ces différentes possibilités conduisent à différents résultats au niveau, d'une part, des coûts globaux et d'autre part, de l'impact que ça a en termes d'utilisation des infrastructures de réseau. Comment on y accède? Eh bien, ma foi, assez simplement, à notre époque, tout passe par des applications mobiles. Donc, chacun, pour autant qu'il soit volontaire, pour utiliser de telles installations sur ses propres équipements, pourra y accéder via Internet et une application de supervision. Voilà ici deux exemples qui permettent de contrôler quel est le taux, par exemple, le maximum d'autonomie qui peut être atteint avec le minimum d'effort. À quoi ça ressemble? Eh bien, c'est un montage finalement assez simple, d'équipements qui ne sont pas très invasifs, et ça se fait assez rapidement par un personnel spécialisé qui sera donc délégué pour cette tâche, le cas échéant, chez vous. Pour ce qui est maintenant de ma conclusion. Comme je vous l'ai dit, l'important dans ce projet, c'est vous. Absolument. Vous êtes au centre de ce projet, de la même manière qu'on peut imaginer que l'individu est au centre de la transition énergétique. Vous qui avez eu la motivation de venir ce soir, vous pouvez déjà rendre un énorme service à ce projet. Il suffit pour ceci de rassembler finalement autour de vous vos voisins, vos connaissances qui habitent sur le territoire de ces deux communes, car vous êtes en fait nos meilleurs ambassadeurs. Nous pensons que de toute façon, dans la transition énergétique, l'effet de meneur sera absolument nécessaire pour conduire l'ensemble vers les objectifs qui sont ceux de notre pays. En vous joignant à la communauté réelle, vous avez l'opportunité de comprendre sur quoi repose effectivement la transition énergétique et d'exprimer comment vous souhaitez la vivre et y contribuer. En vous inscrivant, vous ne vous engagez pas en fait envers la direction de projet ou envers Remode Énergie ou les partenaires académiques, mais en fait envers votre collectivité en traçant le chemin qui sera suivi par la prochaine génération. Inscrivez-vous, incitez votre entourage à le faire aussi et participez. À vous de jouer, nous vous attendons volontiers dans le cadre des nombreuses manifestations et projets qui seront mis en place durant toute la durée de ce programme de recherche. Merci pour votre attention et désolé pour ces problèmes techniques qui tombent toujours au mauvais moment. Oui, bonsoir. Donc, mon nom est François Maréchal, je suis professeur à l'EPFL. Je travaille dans le domaine des systèmes énergétiques et je développe surtout des méthodes qui permettent aux ingénieurs de mieux concevoir les systèmes. Et je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui est l'histoire d'un projet qu'on a réalisé avec des partenaires en Suisse. J'ai utilisé un titre un peu provocateur pour une ville indépendante et neutre, Suisse indépendante et neutre. Indépendante signifie indépendante en énergie, ça veut dire qu'on ne devra plus acheter de l'énergie à l'extérieur de la Suisse, et neutre parce que la conséquence sera qu'on n'émettra plus de CO2 pour nos consommations énergétiques. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. La première chose, c'est qu'on a tous besoin d'énergie. Vous, moi, on a tous besoin de l'équivalent de 25 centilitres d'essence chaque jour pour faire fonctionner notre corps.
Et c'est ce qu'on alimente cette énergie en prenant de la nourriture. Et cette nourriture, en fait, elle est déjà associée à une production de déchets. On produit 0,7 kg de déchets organiques par jour et par personne en Suisse. Alors pour vivre, on n'a pas seulement besoin du moteur de notre vie, on a aussi besoin de plusieurs types de services. On a besoin du confort, on a besoin de la mobilité, on a besoin de produire. Et pour faire toutes ces activités, alors je vais vous donner 2 chiffres. C'est simplement qu'on produit pas mal de déchets, 2 kg par jour, qui s'ajoutent aux 0,7 qui sont déjà produits sous forme organique. Et puis surtout, on consomme de l'énergie pour satisfaire nos besoins, pour satisfaire le confort. Et regardez la différence de taille. Déjà, on est passé de 0,25 à 5 litres d'équivalent essence par jour. C'est une ressource fossile. Et la conséquence de ça, c'est qu'on produit du dioxyde de carbone qui va être rejeté dans l'atmosphère. Et de nouveau, regardez le chiffre, 14 kg par jour. Par chance, c'est du gaz. Si vous deviez descendre tous les jours 14 kg et les mettre sur le trottoir, c'est effectivement la quantité de CO2 que chaque Suisse émet chaque jour. Et puis un autre chiffre qui est intéressant, ça, c'est la quantité d'énergie que l'on reçoit sous forme d'équivalent essence par le soleil tous les jours sur Terre. 1700 litres d'équivalent essence par jour. Ce qui veut dire que le soleil est bien au-delà de nos besoins. Il permet de fournir, en une année, on fournit de quoi vivre avec nos consommations énergétiques actuelles pendant 6500 ans. Donc on n'a pas un problème d'énergie. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire fonctionner ce système. Et faire fonctionner ce système, ça veut dire le comprendre. La première chose, c'est qu'on doit comprendre que 47% de notre énergie est consommée dans nos villes. Et consommée principalement pour notre confort, avec une caractéristique en Suisse, c'est que c'est en été et en hiver, il y a des consommations différentes. Et sous différentes formes, le confort, la chaleur et l'électricité. Alors après, il y a 30% qui sert à nous déplacer et il y a une vingtaine de pourcents qui sert à produire. Si on regarde la ville, c'est 75% de la population vit dans la ville. Elle a une caractéristique importante, c'est qu'elle est très dense. Il y a beaucoup de surfaces construites, il y a beaucoup de surfaces chauffées. Il y a autant de surfaces chauffées que de surfaces géographiques dans une ville. Alors ça veut dire que ça nous crée une difficulté. La ville consomme de l'énergie, elle émet du CO2, elle produit des déchets. Et si on regarde la quantité d'énergie qui arrive sur les toits, on se rend compte qu'a priori, avec le soleil, on a aussi. Donc on s'est posé la question avec la ville de Genève, est-ce qu'il est possible de rendre une ville entièrement autonome en énergie, qui ne va pas émettre du CO2, qui ne devra pas être entièrement reconstruite, parce qu'évidemment je pourrais remplacer tous les bâtiments par le Minergie-P et j'y arriverai peut-être beaucoup plus facilement, et sans se ruiner. Alors la manière dont on l'a fait, c'est de dire on va se poser la question de comment est-ce qu'on chauffe les bâtiments. On chauffe les bâtiments, je dis, avec une très bonne chaudière qui fournit de la chaleur avec un rendement de 90%. Donc j'achète 11 unités pour fournir 10 unités de chaleur. Et puis la thermodynamique nous dit que normalement, on devrait en acheter qu'une seule unité. Donc là, on va se poser une question importante. C'est que normalement, pour fournir ces 10 unités de chaleur, je dois acheter une et j'en consomme 11. Il y a un problème. Et le problème, il est facile à résoudre, en fait, c'est la pompe à chaleur. Alors, la pompe à chaleur, elle ne va pas consommer 1, elle va consommer 2 au lieu de 1, mais n'empêche qu'elle va être beaucoup plus efficace. Alors, la pompe à chaleur, elle a 2 caractéristiques. Elle fournit la chaleur à la température où on en a besoin, et pas à la plus haute température que l'on pourrait imaginer. Et puis, elle va prendre la chaleur dans l'environnement. Et il faut aller chercher la chaleur au bon endroit. Alors, si je me tourne vers là, je vois qu'il y a un lac. Il y a beaucoup de chaleur disponible dans le lac. Le problème, c'est qu'il faut aller chercher cette chaleur et l'amener dans la maison. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la pompe à chaleur en 2 morceaux. Une première pompe à chaleur qui va aller prendre la chaleur dans le lac, qui va aller prendre la chaleur dans l'eau usée, par exemple, et qui va l'amener chez vous. Puis chez vous, chez les citoyens, il y aura des gens qui ont des vieilles maisons avec des chauffages à haute température et des gens qui ont des nouvelles maisons avec des plus basses températures. Et bien chacun pourra recevoir la chaleur à une température qui est la température dont il a besoin. Et il aura les dépenses énergétiques correspondantes. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut transporter, il faut connecter les deux, parce que je vais aller d'un côté dans le lac prendre la chaleur, et puis je vais l'amener chez vous. Et on va le faire avec un chauffage urbain qui est à 17 degrés.
Alors c'est surprenant que ce soit à 17 degrés, mais c'est l'avantage de couper la pompe à chaleur en 2 morceaux. Et puis on va faire quelque chose d'autre, c'est qu'on va utiliser du CO2 pour transporter la chaleur. On va utiliser 2 tubes, un tube de liquide et un tube de gaz pour transporter cette chaleur. Alors quand je prends le gaz et que je le condense, je délivre de la chaleur et puis avec une pompe à chaleur, je l'amène à la température dont vous avez besoin pour produire vos besoins de chauffage ou pour produire vos besoins d'eau chaude. Mais il y a un autre avantage à ça, c'est que si quelqu'un, par exemple une banque, a des serveurs à refroidir, eh bien la banque elle va pouvoir prendre le liquide et l'évaporer. Et puis ça tombe bien, moi j'ai besoin de la vapeur pour la condenser. Donc maintenant je vais récupérer la chaleur de la banque pour me chauffer. Et je vais donc réaliser un système qui commence à créer de la synergie, du partage entre les différents bâtiments que j'ai dans mon système. Et puis je vais devoir faire une balance qui va aller chercher la chaleur à l'endroit où elle est de la meilleure qualité, que ce soit dans le sol, que ce soit dans le lac, que ce soit dans la rivière, ou que ce soit dans des endroits comme le WC. Un autre avantage en utilisant CO2, c'est que je ne dois pas creuser parce que le CO2 il ne va pas se geler, donc je ne dois pas l'enterrer. Et une des solutions qu'on a proposées, c'est de faire des trottoirs préfabriqués dans lesquels il y a ces 2 tuyaux que l'on peut installer dans la ville, donc un avantage pour les autorités, puisqu'ils font les trottoirs et en même temps, ils peuvent apporter l'énergie de manière efficace à la ville. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de le faire? Alors, on a fait l'étude à Genève, on a pris le centre de Genève, avec tous les magasins, les habitations. Alors, voilà, elle consomme 12 unités, en gros, 10 unités de chaleur et 2 unités d'électricité, pour se chauffer et se refroidir pendant toute l'année. On a installé notre système dessus et voilà la conclusion. On a divisé la facture énergétique par 6. Donc ça veut dire que la même quantité de confort peut être fournie avec 6 fois moins d'énergie que la quantité d'énergie qui est consommée aujourd'hui dans les chaudières et dans les systèmes de conditionnement d'air utilisés aujourd'hui. Alors évidemment, on a eu 2 questions. La première, c'est ça va coûter très cher. Donc on a fait une analyse, une analyse économique avec les services industriels de Genève, on a fait une analyse de marché, et la réponse c'est que notre système il est remboursé en 5 ans, alors que le système actuel en fait il perd de l'argent pendant toute la durée de vie de son système. Alors ça c'est une première chose, on a pris les coûts, on ne les a pas inventés, on a pris les coûts qui étaient appliqués, donc voilà, le système il est effectivement rentable. Alors maintenant on peut dire, on n'a pas tout à fait résolu le problème parce qu'il reste une difficulté, c'est que je dois toujours apporter de l'électricité, et maintenant je dois l'apporter en hiver, ce qui est un peu dommage. Mais n'empêche que j'ai un système maintenant qui me permet de chauffer, qui me permet de refroidir, qui permet même de réfrigérer, qui permet de récupérer la chaleur, par exemple l'incinération d'ordures ménagères peut directement alimenter le système, et produire de l'électricité pour entraîner les pompes à chaleur de mon système, donc je vais devenir encore plus efficace, et puis qui balance sur l'environnement. Alors, comment est-ce que je vais fournir l'électricité? L'électricité, on va la trouver où? On va la trouver sur le toit. Et donc maintenant, on a le système que Arnaud vient juste de présenter, où on aura une pompe à chaleur qui va s'alimenter sur le réseau électrique et sur le réseau CO2. On aura des systèmes de stockage que l'on va gérer avec un système de contrôle prédictif. Donc on va savoir quand vous êtes là, on va savoir quand le soleil passe, et on va s'arranger pour que la pompe à chaleur fonctionne quand le soleil passe et lorsque vous avez besoin d'être chauffé en été. La pompe à chaleur, elle sera aussi réversible, ça veut dire qu'elle permet de faire à la fois les besoins de chaleur en hiver et les besoins de froid en été. Alors maintenant, on a un beau système, et si on fait le bilan, on voit qu'on arrive à couvrir 70% des besoins d'électricité, donc des 2 unités qui restaient, avec l'énergie renouvelable qui sont disponibles sur les toits de la ville. Donc j'ai presque résolu mon problème, il reste encore un morceau, c'est les 30% qui restent. Et les 30% qui restent, eh bien, je dois trouver le moyen. Alors, on a l'option d'aller chercher l'électricité en Allemagne, elle est produite avec du charbon, c'est sûr, mais on peut aussi l'utiliser, la produire avec un cycle combiné, on sera déjà plus efficace. Ou bien avec des unités de cogénération. Les 2 dernières utilisent du gaz comme ressource. Et maintenant, je me rends compte que plus je vais vers des systèmes efficaces, plus je peux produire d'unités de chaleur par unité de gaz consommée. Et je vous rappelle que c'est sur les 30% qui restent à produire sur le système. Alors quand on regarde ça, on peut se dire maintenant il faut trouver une source de gaz naturel qui n'est pas le gaz naturel qui vient du Kazakhstan.
Donc l'idée, ce serait de dire, je vais prendre du gaz naturel qui vient de chez moi. La première chose que je peux faire, c'est, j'avais 0,7 kg de déchets organiques, je peux les transformer en méthane avec de la biométhanisation. Et donc je vais avoir une partie de mon gaz naturel qui va être produit en biométhanisation. Alors il y a aussi un autre moyen de le faire, ce serait de dire, comme j'ai des émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation de gaz, de gaz naturel, je peux peut-être capturer le CO2 et donc ne plus l'émettre dans l'environnement. Ça, c'est une autre solution. Et pour ça, il existe des technologies, une qui est d'ailleurs co-brevetée par Emmanuel et puis moi-même et le professeur Farah, qui permet de produire l'électricité avec un très grand rendement et capturer le CO2. Et le CO2 est aussi délivré de la chaleur que l'on peut utiliser sur le réseau. Alors en faisant ça, on arrive finalement à boucler notre bilan avec juste encore le fait que vous voyez que j'ai un grand excès d'électricité que personne ne veut utiliser. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette électricité que personne ne veut utiliser? Je vais utiliser le même truc que ce que la nature a fait. La nature, elle voyait passer le soleil et elle devait vous apporter de la nourriture quand vous aviez faim, et pas quand le soleil brillait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le soleil, elle a pris du CO2, elle a pris de l'eau, et elle a fait de la biomasse, de la nourriture que vous pouvez manger. Eh bien moi je peux faire la même chose, c'est la photosynthèse, je peux faire la même chose avec un système industriel. Un système industriel qui va prendre du CO2, j'ai du CO2 dans mes tuyaux donc ça tombe bien, qui va prendre de l'eau, j'ai de l'eau dans mes tuyaux, ça tombe bien, qui va prendre l'électricité que j'ai en trop, que personne ne veut utiliser, et je vais, grâce à une opération, une réaction chimique, produire du méthane. Produire le méthane qui sera du gaz naturel, que je vais stocker. Je vais le produire en été parce que j'ai trop d'électricité et je vais le stocker en attendant de pouvoir l'utiliser en hiver. Et donc maintenant je vais avoir un système qui va prendre du CO2 liquide et faire du méthane liquide et qui en hiver va prendre le méthane liquide, va produire de l'électricité, va capturer le CO2 pour me le rendre, pour que je puisse le réutiliser l'année suivante et que je vais intégrer au système global. Maintenant je vais avoir un système qui paraît complexe où j'ai à la fois la fourniture des besoins d'électricité, vous êtes tous connectés sur le réseau électrique, donc c'est un problème qui est compliqué mais qui existe déjà, qui va utiliser des pompes à chaleur, mais tout le monde sait comment fonctionne une pompe à chaleur, tout le monde sait comment l'acheter, qui va partager l'énergie à cause du réseau. Et évidemment, j'aurai 2 tuyaux en plus que les tuyaux que vous avez déjà, le réseau gaz, le réseau d'eau, le réseau d'eau potable, le réseau d'eau usée, l'électricité et les données. Donc les réseaux sont déjà là. Je vais simplement les opérer de manière plus efficace. Et si je fais le bilan de tout ça, eh bien, je peux voir que la ville qui consommait cette quantité d'énergie, eh bien, elle peut être entièrement fournie à partir de l'énergie qui se trouve sur ses toits. Mais j'aurais bien utilisé tous les ressources. J'ai utilisé les déchets, j'ai utilisé les eaux usées, j'ai utilisé les cellules, le soleil qui arrive sur les toits. Quelque chose qui est intéressant, c'est que je suis devenu un net exportateur de gaz. Donc ça veut dire que maintenant je peux même devenir un compétiteur de Poutine si j'en ai envie, ou bien je peux décider d'acheter moins de panneaux photovoltaïques et puis je serai juste autonome. Je suis devenu indépendant et neutre puisque je n'émets plus de CO2, puisque je ne fais plus que utiliser des ressources renouvelables. Et puis maintenant, il reste une chose importante à vous montrer, c'est l'investissement correspondant. L'investissement correspondant correspond à 25 000 francs par habitant. 25 000 francs par habitant, c'est un investissement. Alors, en fait, j'ai traduit cet investissement en francs par mètre carré chauffé. Et si je transforme cet investissement en francs par mètre carré chauffé, on est aux environs de 300 à 400 francs le mètre carré, suivant qu'on utilise des technologies avancées ou pas. Donc 300 à 400 francs le mètre carré, quand on pense au prix de vente de l'immobilier, ici particulièrement, eh bien on se rend compte qu'on est en dessous de 10% de la valeur immobilière des bâtiments. Alors ça me donne un autre élément qui est important à constater, c'est qu'il y a beaucoup d'investissement qui est lié
au photovoltaïque, il faut acheter les cellules photovoltaïques. Il y a une grande partie qui est de l'infrastructure, donc ça c'est la responsabilité de toutes les entreprises comme Romande d'énergie et des services industriels pour mettre à disposition l'infrastructure. Et puis une partie qui est vraiment liée aux activités industrielles, que ce soit les chauffagistes qui doivent vous fournir les pompes à chaleur ou qui doivent opérer les systèmes. Alors ça me permet de conclure, il est possible de défossiliser notre société, il est possible de rendre la ville indépendante et neutre, et ça a des impacts. D'un côté, il faut bien comprendre l'efficacité, il est clair qu'on va isoler les bâtiments et puis qu'on va les fournir de manière intelligente, et il faudra le faire dans le bon ordre. D'abord, on achète l'isolant avant d'acheter la pompe à chaleur, sinon la pompe à chaleur sera trop grande. Le fait aussi qu'on aura des systèmes qui seront centralisés et décentralisés, donc on n'a plus la grosse raffinerie et la grosse centrale électrique, mais on a plutôt des systèmes qui vont être locaux, et puis ça va bien dans la direction de la politique du canton. On va devoir faire des investissements, mais on ne devra plus acheter de carburant, on n'aura plus de problème avec le risque qu'il y ait une guerre en Irak ou en Libye. Et puis l'autre élément qui est important, c'est que tout l'argent nécessaire à fournir nos besoins de confort sera consacré à fournir du travail aux personnes locales. Parce que l'énergie arrivant gratuitement, il faudra effectivement payer pour investir, il faudra payer pour maintenir les installations et il faudra payer pour opérer les installations, mais ce sera tout de l'emploi local. Donc on est dans un paradigme puisque finalement tout l'argent qu'on dépense pour se chauffer sera l'argent qui sera utilisé par la communauté locale. Et évidemment, une des clés, c'est de penser système, penser à partager les ressources, partager des infrastructures et les opérer de manière conjointe. Et puis je crois que c'est là que je pourrais introduire ma collègue Claudia Binder, parce qu'elle travaille justement à créer ces liens entre les personnes. Et puis je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la figure globale. C'est la ville qui est intégrée avec la mobilité et qui est intégrée avec le système industriel, qui réalise l'économie circulaire en même temps qu'elle réalise l'intégration des systèmes énergétiques. Et je peux vous dire que la Suisse peut devenir indépendante et neutre. Effectivement, elle peut être alimentée par uniquement ses ressources locales et ne plus émettre de CO2. Puis il y en a un autre qui sera très content, c'est Délibère. Merci bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis enchantée d'être ici dans cette salle merveilleuse aujourd'hui pour parler avec vous sur la communauté réelle, sur les personnes. Moi, je suis la directrice du laboratoire des relations humaines et de l'environnement de système urbain et nous travaillons surtout sur la transition du système urbain vers la durabilité. Et une de nos points focaux est la transition énergétique. Je suis ici avec beaucoup de collaborateurs de mon laboratoire, un collaborateur spécial avec Markus Ulrich, qui travaille sur les jeux en personne et des ateliers collaboratifs sur la durabilité. Ivo Bauer, qui est le spécialiste sur le jeu en ligne. Susan Mühlmeier, qui travaille sur la transition énergétique. Et Livia Fritz, qui travaille sur les processus de participation. Et vous pouviez noter, ce n'est pas la technologie qui c'est vraiment le cœur de notre travail, mais c'est les personnes. Et pour ça, nous sommes ici le 5 pour parler avec vous sur le atelier collaboratif après de ces sessions ici. Mais on a parlé beaucoup et on veut savoir qu'est-ce que c'est vraiment la transition énergétique. Je dirais que ça sera une chose, nous sommes ici, et on a écouté qu'on a un état envisagé plus tard, que c'est peut-être l'indépendance, de neutralité de l'énergie. Et vous verrez hier la démarrage, que c'est peut-être des choses que nous ferons ensemble dans l'atelier collaboratif, une accélération. Et peut-être on serait ici en 2030, en 2050. Nous avons des conditions de cadre, la vision du rôle de la ville, la vision du canton,
la stratégie énergétique de Suisse et la nouvelle loi sur l'énergie de 2018. Et quand on étudie une transition comme ça, on vraiment veut comprendre trois choses. La première chose, c'est la caractérisation du système actuel, du approvisionnement et de la demande de l'énergie. Quels sont les acteurs clés? Et quelles sont vos préférences? Quels sont les mécanismes qui règlent le système actuel? Le deuxième point, c'est les états envisagés ou l'objectif. Mais lorsqu'on parle de cible de la transition énergétique, on remarque que les différents acteurs ont des perceptions et interprétations complètement différentes. Quels sont vraiment les objectifs des locataires? Quels sont les objectifs des propriétaires? Quels sont les objectifs du rendement d'énergie, du rôle du canton? Qu'est-ce que sont les différences? Et est-ce que c'est possible de développer une correspondance pour obtenir une vue commune ici? Nous n'avons pas, tout le monde n'a pas le même état envisagé. Et quand on a concordé sur un état envisagé, il faut savoir quelles sont les barrières et les moteurs du changement. Et maintenant, suffisant de théorie, vous avez écouté beaucoup, nous sommes vraiment intéressés de savoir qu'est-ce que c'est l'état actuel. Vous avez reçu 2 cartes, je vous montre, prendre s'il vous plaît, et je vais vous demander 2 questions. La première, quel consommateur êtes-vous? Si vous pensez, je fais attention à ma consommation énergétique et je suis sensible à son économie, vous prenez la jeune, et je pense qu'il y a assez d'énergie, je ne m'inquiète pas trop des économies des énergies, vous prenez le rouge. Maintenant, vote. Waouh, super, collaboration. C'est parfait. Maintenant, une autre question, peut-être plus difficile, l'innovation de rendement d'énergie. Êtes-vous curieux de connaître les innovations technologiques de rendement d'énergie et souhaitez-vous les tester? C'est là, jeune et saisi. Non, je suis plutôt sceptique et oui. Maintenant, vous pouvez voter s'il vous plaît. Ah, les scepticistes, ok. Maintenant, je comprends. Ok. Maintenant, retournons à la transition énergétique. Et en effet, dans notre étude de la transition énergétique en Autriche et en Allemagne, on a démontré que justement l'État obtenu depuis beaucoup des années, nous avons étudié les 20 années, n'est pas obtenu. Il y a un écart. Et un écart significatif, 50 à 75%. Si ce n'est pas, c'est plus joli. Hein? Et pourquoi est-ce que c'est ça? Et je peux vous dire une raison, on peut constater que la vision technologique seule, vous avez écouté le seigneur d'abord, ne suffisent pas. Les approches top-down, le canton peut vous dire ce qu'il veut, ça ne suffit pas. Il faut vous. La transition énergétique est seulement possible si toutes les personnes qui sont involucrées, si tous les habitants participent dans la transition énergétique et s'ils participent avec leurs préférences et de la manière qu'ils veulent participer. Pour cette raison, il faut vraiment inclure les convaincus et les convaincus, peut-être dans le futur, le deux. Et c'est aussi cette raison pour le projet ici réel et surtout pour la communauté réelle. Et moi, je suis vraiment ravie de pouvoir participer dans cet expériment ici. Et tout le groupe avec lequel je suis ici, nous voulons vraiment engager avec vous pour comprendre mieux comment est-ce qu'on peut vraiment démarrager cette transition énergétique ici à Rolle. Et comment est-ce qu'on voulait faire ça? On veut faire une co-création avec vous, et ça veut dire une co-création, c'est une création ensemble, un développement ensemble, des facteurs et des conditions favorables pour cette transition énergétique.
Ça veut dire qu'on peut vraiment ensemble penser qu'est-ce que sont les systèmes de gouvernance locale qu'il faut mettre en place ici. Comment est-ce que vous voulez utiliser les nouvelles technologies et qu'est-ce que sont les interventions, les mesures pour l'économie de l'énergie que vous pensez, ça m'inquiète et je pense que ça c'est vraiment comment est-ce qu'il faut faire. Et l'objectif c'est aussi de collaborer ensemble à la création d'une communauté énergétique à Rome. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la communauté réelle. Je vous dirais que le scientifique vous dirait c'est un processus transdisciplinaire, pas interdisciplinaire, hein? Ce n'est pas deux disciplines seulement, c'est les disciplines, la science, avec les personnes de pratique. Ça veut dire que c'est vous, les habitants de Rôle, qui participent au processus et qui apportent le sens de votre système local, vos attentes, vos aspirations, vos préférences et vos craintes et vos scepticismes. Et nous, à l'EPFL, nous contribuons avec nos connaissances sur la transition énergétique en Autriche et en Allemagne, des méthodologies de la co-création et la méthodologie des jeux. Et finalement, avec ces trois instruments que je vais vous décrire plus tard, le design atelier interactif, le jeu en ligne collaboratif, les interventions, on veut créer la transition énergétique à Rôle avec les éléments que je vais décrire d'abord. Et ça, ce n'est pas une erreur. Hein? Sa flèche veut dire demi-bleu, demi-verte. Et ça veut dire que c'est vraiment la création ensemble. Votre connaissance avec la connaissance de notre équipe va fusionner avec la connaissance aussi des romans d'énergie pour créer vraiment la transition énergétique à Rôle. Et bien sûr, nous obtiendrions aussi des autres choses. Vous comprendrez, j'espère, le système futur de l'énergétique. Parce que c'est vraiment difficile à comprendre, aussi pour moi. Qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce qui va passer dans le futur? Et quand je parle avec Suzanne, mon étudiante de doctorat, je fais les yeux comme ça quand elle me raconte qu'est-ce qu'il passe en Suisse, qu'est-ce qu'il passe à l'Europe, qu'est-ce qu'il passe à l'Allemagne. Et aussi, ça vous va donner votre option pour agir dans le futur et la liberté de manœuvre que vous avez dans ces nouvelles conditions cadres. Et nous, à la science, nous allons comprendre qu'est-ce que sont les points de levier, est-ce qu'on peut généraliser ce point de levier, qu'est-ce que c'est l'acceptation de technologies et faire la comparaison avec l'Allemagne dans lequel nous avons un projet similaire pour apprendre l'Allemagne de Rôle et Rôle de l'Allemagne. Et comme ça, on peut faire vraiment une connaissance commune. Maintenant, la nature de l'environnement collaboratif, vous avez mentionné qu'il y a ces trois choses que vous pourrez faire. La première, c'est le design atelier interactif, que c'est ici en personne à Rôle. Ça veut dire que tous les habitants qui se sont inscrits peuvent participer et aussi ils peuvent entrer plus tard. Ça s'agit d'un jeu qu'on ferait ensemble sur différents thèmes que vous pouvez apporter et les demandes que vous avez chez nous. Et le nombre de participants est déterminant. On a 1h30 à 2h30 qui sont ces ateliers interactifs. Après ça, on a le jeu en ligne qui sont vraiment une enquête peut-être sur décisions au jeu, aussi des décisions concernant la consommation de l'énergie et l'approvisionnement de l'énergie. Peut-être aussi sur l'acceptation des mesures et sur les thèmes qu'on a développés ici dans le design atelier. Et tout le monde peut participer, ça seulement vous prendra 10 minutes. C'est rien du tout, pas beaucoup de temps, mais si vous participez, vous pouvez contribuer à la transition énergétique. Et la troisième chose, c'est des interventions que nous développerons ensemble dans le design atelier interactif, qui seront les propositions de changement. Actions très simples à faire, tout le monde peut participer et surtout les personnes qui sont engagées dans le programme de Romans d'énergie parce qu'eux, ils vont recevoir le feedback immédiat sur leur action parce qu'on travaille avec Romans d'énergie dans ça. Et ça vous coûte 5 minutes de lire. Ok. Maintenant, de nouveau, vous avez la carte. Et vous motivez beaucoup à participer au atelier collaboratif de REL. Si c'est oui, jeune, moi si je suis sceptique,
vert. Votez non. Ah, super. Il faut convaincre un peu, mais c'est super. Ok. Et maintenant, la dernière question que j'ai pour vous. Combien de temps serez-vous prêt à investir dans le cadre de votre participation? 1 à 2 heures max ou 3 heures à 4 heures? Vote maintenant. C'est très important pour savoir. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est super. Ok. Maintenant, comment est-ce que ça va dérouler, toutes ces choses? On voit pour de nouveau, vous le reconnaissez maintenant, hein? Et on va commencer avec le premier atelier interactif, 6 juin. Et c'est pas 13 juin et pas 14 juin, parce que le Coupe mondiale de football, hein? Pour ça, on a pris le 6 juin. Et après ça, on aura un jeu en ligne, septembre, une design atelier interactif en octobre, presque ça, en décembre, et un jeu en ligne. Il faut regarder 2 choses. La première chose que faut remarquer, c'est ces flèches ici. Ça veut dire que pendant la période indiquée de toute la courbe, vous pouvez influencer le développement. C'est aussi à vous de dire quels sont les thèmes très intéressants. C'est à vous de dire qu'est-ce que j'aimerais tester pour l'intervention. Et comme ça, vous pouvez aussi changer la courbe. Vous pouvez aussi changer les instruments de roulement d'énergie qu'il peut vous rendre. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne suis pas sûre si en fin de 2018, nous arriverons à l'état envisagé. Hein. Peut-être, ça c'est très ambitieux. Peut-être dans une année, nous serons ici et nous commencerons depuis ici pour commencer de nouveau jusqu'à la fin du projet où j'espère vraiment que nous arriverons là-bas pour l'état envisagé que peut-être nous il faut agréer et concorder qu'est-ce que ça sera. Ça sera une tâche très importante à faire. Maintenant, j'espère vous revoir en 6 juin à Rolle ici pour notre premier atelier collaboratif. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire à le premier collaboratif ce soir. C'est Belinda, vous la voyez là-bas, et elle se chargera de prendre notre inscription à l'accueil. Maintenant, nous tous vous remercions de votre attention et sommes prêtes à répondre à votre question. Merci pour vos applaudissements. Je crois qu'effectivement, on peut les remercier pour leur enthousiasme, en tout cas qui est très communicatif. C'est très intéressant, mais je pense que comme moi, vous avez des questions. Il y a un micro ici, je vais le passer dans la salle aux gens qui lèveront la main pour poser des questions. Et nos intervenants se feront un plaisir de répondre à tout ce que je peux répondre ce soir. Oui, madame, messieurs, bonsoir. Merci pour cette présentation très intéressante. Chantal Morin de Montsurol. Peut-être pourriez-vous expliquer ou Montois quelle est la partie du territoire qui est concernée par ce projet? Parce que je crois savoir que toute la commune n'est pas concernée. Voilà, c'est ce que j'espère bien vous montrer, mais vraiment, il y a un problème technique qui est un peu plus s'ouvrir. Dans l'ensemble du centre de Rolle, quasiment toute la majorité des habitants du centre sont alimentés par une seule artère de distribution en moyenne tension. Au travers d'à peu près une trentaine de réseaux de distribution basse tension. Et ça, en fait, correspond à une zone jaune dans laquelle nous sommes capables de faire le bilan énergétique de l'ensemble de cette artère. Parce que tous les moyens de mesure, tous les moyens d'évaluation de réseau que je vous ai montrés avant sont capables de se résumer finalement en un bilan global de toute la population qui est alimentée par cette artère de distribution. À l'intérieur de cette zone, il y a des zones où la production décentralisée, la production solaire, s'est déjà bien développée. On voit clairement les zones d'intérêt pour ce genre de production. Elles sont en vert. Il y en a 6 qui sont un peu plus développées que
dans le reste de la zone concernée. À l'intérieur de ces zones, parce que l'autoconsommation peut être à ce moment-là favorisée, nous déployons de manière systématique des compteurs intelligents qui permettront de contrôler l'ensemble de l'équilibre entre production locale et consommation instantanée, voir quelles sont les corrélations qu'on peut trouver. Bien entendu, comme j'ai dit, à l'extérieur de cette zone jaune, pour autant qu'on soit dans le territoire communé des deux communes, eh bien, tout le monde, quel que soit son statut de propriétaire ou de locataire, peut participer à la démarche de la professeure d'Inder. C'est ça qui est très intéressant parce que pour rejoindre cette communauté, il suffit d'avoir la volonté. Il suffit finalement, si on est vraiment en dehors de la zone jaune, de demander d'être équipé avec ce fameux compteur intelligent. Et l'ensemble de la communauté pourra contrôler, après un exercice qui a été fait, qu'est-ce qu'était l'impact 24 heures avant de ce jeu sur la consommation globale de l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bonsoir à tous. Vous avez tous peut-être déjà cliqué sur participer au projet. Je ne sais pas si c'est votre cas. Peut-être soulever la carte jaune si c'est le cas et la carte rouge si ce n'est pas le cas. Vous avez déjà cliqué sur participer au projet sur le site internet? Ok, donc plusieurs d'entre vous ont donc été sur le site internet réel @remond-energie.ch. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une carte. Donc vous pouviez voir où vous vous situiez dans le projet par rapport à votre adresse. Donc c'est à cette carte qu'on vous fait référence, qu'on essaye de trouver maintenant, mais peut-être que vous l'avez encore en mémoire à peu près. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir projeter quelque chose, mais si ce n'est pas le cas, peut-être garder cette image que vous aviez peut-être encore en tête de où vous vous situez dans le projet, sur la zone verte ou jaune. Et c'est ces explications-là que Arnaud va tenter de vous donner dès que possible. Voilà. Donc si on reprend les explications, ici, zone jaune, l'ensemble des consommateurs qui sont alimentés par cette fameuse artère moyenne tension, où nous avons la possibilité maintenant de mesurer, d'évaluer l'entier de la situation en permanence au point de vue énergétique. À l'intérieur de cette zone jaune, nous avons donc ces 6 zones où la production solaire, principalement solaire, s'est développée de manière un peu plus rapide qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ces zones, eh bien, nous avons pensé immédiatement déployer les compteurs intelligents chez l'ensemble des consommateurs de ces zones vertes. En dehors de cette zone jaune, on n'est certes plus alimenté par la même artère, mais pour autant que finalement l'habitant manifeste la volonté, eh bien, il peut participer à la communauté réelle et dans ce cas, afin de pouvoir montrer dans le bilan de l'ensemble de cette communauté, on lui installera un compteur intelligent. Tous ces compteurs sont sommés ensemble. Cette collectivité participe à un jeu, par exemple, demain on consomme 15% de moins, le lendemain, il est possible de constater si effectivement la veille, ces 15% de moins ont été atteints. Donc ça permet d'interagir au travers de notre site internet sur les résultats de chaque expérience qui seront menées. Voilà, donc maintenant on voit un peu la zone qui est représentée, on voit bien quand même que la grande majorité du centre de Rolle est alimenté par ce réseau en test. Voilà. Pour d'autres questions. Bonjour, Maxime Herbieux, Société Sotechnics. Donc nous, on est installateur photovoltaïque sur Rolle. Et je voulais savoir si justement on a ces systèmes de supervision, si on devait faire partie justement en installant un bon compteur, quoi, directement, de supervision. Si vous devez installer vos propres compteurs, du coup. Ces systèmes intelligents, parce que nous, on en propose aussi, mais vu qu'on fait partie de ce secteur, si on doit aussi voir avec vous avant pour installer ces compteurs intelligents. Alors, concernant les compteurs intelligents, ils sont mis en place de toute façon de manière
encadré par la loi, par le gestionnaire de réseau local. C'est même une obligation pour mes collègues qui sont présents ici ce soir d'équiper 80% de la population d'ici 2028, ça fait partie. Et ceci est une des étapes voulues par le législateur pour contribuer à plus d'efficience dans les réseaux électriques. Ce compteur intelligent, sa mission, c'est de participer à ce qui est nécessaire en matière de gestion énergétique et de facturation énergétique. D'autres systèmes peuvent être mis en place du côté, je dirais, derrière le compteur, chez le client, pour réaliser d'autres fonctions, comme par exemple aider à régler le confort de l'habitat, interagir avec les habitants et les objets, etc. Donc c'est pas exclusif, c'est pas parce que le compteur smart ou intelligent est placé que ça empêche l'utilisation d'autres systèmes. Est-ce que la fonctionnalité de votre compteur, elle va d'où à où? La fonctionnalité, c'est vraiment la mesure de la consommation du point de fourniture considéré. C'est la connaissance des courbes de charge qui permettent de déterminer quels sont les états, les charges du réseau en tout temps. Ces éléments sont utilisés à la fois pour dimensionner le réseau, pour facturer son utilisation, pour facturer la consommation d'énergie et tout ce qui touche la relation contractuelle entre la personne raccordée au réseau et le gestionnaire de ce réseau. Alors je vois que mes collègues ont d'autres précisions. Ok. Et puis par rapport à la gestion des consommateurs dans l'habitat, ces compteurs le font aussi ou pas? Comme c'est un peu décrit. La seule chose au point de vue légal est indiquée dans les ordonnances, c'est que le compteur intelligent doit, mis en place par le gestionnaire de réseau, doit offrir une interface disponible pour le client pour, par exemple, alimenter avec ses mesures son système de gestion énergétique privé. Donc le compteur intelligent n'est pas un système de gestion énergétique. C'est vraiment un équipement du réseau qui fait partie de l'ensemble du patrimoine du gestionnaire de réseau et qui est facturé à l'ensemble des utilisateurs. Bonjour, Michael Huillard, monsieur Roll. Un peu l'exemple de Facebook, il y a quelques temps, il y a eu des échanges d'informations qui concernent les personnes privées. Donc, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait qu'on va partager des informations personnelles? Par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait voir qu'il y a une baisse d'activité chez moi parce que je suis parti en vacances et qu'il aurait peut-être envie de visiter ma maison? Alors ça fait partie des préoccupations du législateur. De toute façon, l'utilisation des informations personnelles sensibles, telles que la courbe de charge, qui permet de tracer votre activité, d'accord, elle est parfaitement réglée au point de vue de la loi. Donc nous n'avons pas le droit de transférer ces données à toute autre partie. Je dirais même que si l'utilisation de ces courbes est faite dans un but qui est différent que de régler les questions qui sont en rapport avec le contrat que vous avez pour être accordé au réseau, à ce moment-là, vous devez donner votre accord spécifique pour cette utilisation. Il n'est pas envisageable de donner votre courbe de consommation, qui est une donnée personnelle, sensible, sans que ces données aient été non seulement anonymisées, mais en fait agrégées. Et ce qui ne permet plus d'identifier dans le groupe agrégé qui est là ou pas, consomme ou pas. Donc les règles qui répondent à cette problématique de anonymisation, elles sont extrêmement
bien définie. Donc, pour le gestionnaire de réseau, il n'y a pas de possibilité de transgresser cette règle. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre volonté, bien sûr. Certaines opérations de calcul peuvent être transférées à des sociétés externes, mais en respectant la règle de cette anonymisation. Donc, si ce n'est pas possible d'anonymiser, il faut que ça reste à l'intérieur du cercle et relativement restreint des employés du GRD qui ont vraiment la possibilité d'identifier ça. Ouais. Donc, pour ce qui est de la confidentialité des données dans l'ensemble de ce projet, ainsi que pour l'utilisation de tout le comptage intelligent par remords d'énergie, je ne vois pas de soucis en rapport avec cette utilisation. Bonsoir, Laurence Berméjo-Dubois de Roll. J'ai une question à Madame la professeure Binder. Est-ce que vous avez prévu d'impliquer les jeunes dans vos ateliers? Parce que non seulement ils sont pas mal concernés par ce qui va se passer en 2050, en plus ils sont extrêmement friands d'énergie avec tous les outils qu'ils ont aujourd'hui à disposition. Oui, merci pour la question. C'est vraiment une question super importante. Je pense qu'il faut vraiment regarder comment est-ce qu'on peut évoluer. Peut-être, je pense que le plus facile sera avec le jeu en ligne, avec le handy, où ils peuvent réaliser des choses qu'ils peuvent jouer eux-mêmes. Je pense, je suis un petit peu sceptique qu'ils peuvent jouer avec nous, mais peut-être aussi on peut développer des idées avec les personnes qui participent au design atelier en personne, si on peut vraiment générer un design atelier pour les jeunes. Je suis complètement ouverte et ça c'est vraiment une chose que je voulais dire avec ce flèche réflexif. Si on vraiment pense que c'est le jeune qu'on veut vraiment évoluer maintenant, il faut vraiment le faire. Et je suis complètement d'accord que ça c'est la génération qui est la plus importante dans le futur. Merci. Bonsoir, Christian Joly, Roll. J'ai la chance d'être dans une zone verte, là, et j'ai déjà mon compteur intelligent. Ça a déjà été posé la semaine dernière, donc c'est extrêmement efficace. En tout cas, je vous félicite pour la célérité d'installation. Maintenant, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que non seulement il y a un compteur intelligent, mais aussi un boîtier. Ce boîtier à installer. Donc, est-ce que je dois changer tout ou partie ou aménager mon installation intérieure? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à mon énergie, est-ce que je vais devoir passer au courant, comment ça s'appelle, terre d'ici, pour participer au projet? Et puis, c'est ma dernière question. Merci. Alors, en tout cas, il n'y a nulle nécessité de changer le contrat que vous avez en termes de fourniture d'énergie, puisque ce projet, en fait, vise principalement l'utilisation des infrastructures du réseau. Donc, vous pouvez participer à l'ensemble des activités sans modifier votre contrat. Et puis, de toute manière, si tel devait être le cas d'ici vers la fin du projet, 2 ou 3 ans, ce serait parce que vous avez envie de le faire et non pas parce que c'est nécessaire. Donc ça, c'est clair. Maintenant, comme j'ai dit, ce compteur intelligent, il remplit une fonction légale. Il n'est pas là pour, en fait, réaliser des fonctions plus sophistiquées en matière de gestion locale de l'énergie. C'est pour ça que le boîtier supplémentaire, en fait, c'est quelque chose qui, dans le futur immédiat, sera plutôt installé par le propriétaire ou le locataire finalement, dans son habitat, selon sa volonté. Il choisit le fournisseur qu'il désire. Ce n'est pas quelque chose qui est intimement lié aux équipements du réseau. Donc, un boîtier supplémentaire, il faut, parce qu'il faut pouvoir acquérir, lire les valeurs de consommation des différents équipements, comme la pompe à chaleur. Il faut pouvoir interagir avec un système qui dira demain il va faire plutôt chaud, etc. Et qui permet de conditionner en fait le fonctionnement des installations en fonction
des choix qui ont été, enfin ce sont les choix stratégiques personnels qui fixent quelle est la limite qu'on veut accepter en baisse de température ambiante, etc. Donc pas du tout de flexibilité, hein, c'est aussi envisageable. Donc ces équipements, ils sont vraiment installés du côté de l'utilisateur, du côté du client. Dans un futur proche, ce sera sur sa propre décision d'investissement. Tandis que dans ce projet-là, on va simplement faire en sorte que vous puissiez les tester sans finalement avoir à prendre une décision d'investissement. La seule chose que vous devez finalement être d'accord avec, c'est que bel et bien il y a une implication chez vous. On va chez vous installer ces équipements. Ça ne peut pas se faire en dehors de votre propriété. Voilà. Donc pas de souci de ce côté-là non plus. Et à la fin du projet, vous choisissez si ça vous intéresse de continuer avec ce genre de système, voire d'en changer. C'est tout à fait possible. Hein. Pendant toute la durée du projet, tant les coûts d'investissement que les coûts d'exploitation sont pris en charge par le projet et non pas par l'utilisateur. Serge Martin Roll, je ne suis pas dans la zone verte, mais j'ai une installation photovoltaïque. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors en fait, il ne va rien vous arriver. Comme je dis, à part vous êtes dans la zone jaune par exemple, sans être dans la verte. Exact. Alors vous êtes dans la zone bilan global du projet et vous pouvez tout à fait participer au programme d'amélioration de l'autoconsommation par ces fameux équipements qui s'installent directement chez vous sur la partie privée, je dirais, de l'installation. La seule chose, c'est que on devra accélérer chez vous la pose du compteur intelligent qui est l'élément nécessaire pour la comptabilisation globale de tous les participants. Alors, je m'appelle Éric Claude, je fais partie d'une association qui s'appelle Enfance et Jeunesse, et ensemble avec la commune de Rolle, on est copropriétaires, on gère aussi ensemble plusieurs bâtiments scolaires, mais aussi des bâtiments pour les crèches et les galeries. Donc, je crois que c'est extrêmement intéressant de justement faire participer les jeunes, mais je me demandais est-ce qu'on devient simple participant, on a un compteur, tout un programme spécial pour ces bâtiments scolaires, justement, ou des bâtiments où il y a X habitants et X petits consommateurs pour justement motiver les petits ou les plus grands à participer à ce programme. Ok, alors en fait, comme vous avez pu le constater si vous avez été sur mes pages dédiées et du site internet, l'approche que nous avons, elle vise tant les propriétaires que les locataires. C'est sûr qu'en tant que gestionnaire d'un patrimoine immobilier, la commune, en tant que propriétaire des bâtiments, peut tout à fait participer, soit comme utilisateur, donc comme si l'ensemble était une location, soit comme propriétaire du bâtiment, parce que les installations s'y prêtent. Bien entendu, pour que les installations des bâtiments communaux s'y prêtent, il faut un certain nombre de conditions. Par exemple, si c'est un bâtiment scolaire, on peut imaginer qu'une production d'eau chaude importante, si elle est produite à partir du réseau électrique ou de pompe à chaleur, c'est intéressant. Si elle est produite à partir du mazout, ben, on ne pourra pas faire grand-chose, en tout cas pour la flexibilisation du réseau. Néanmoins, l'ensemble des utilisateurs de ces locaux, au même titre que l'ensemble des employés d'une entreprise qui se trouverait donc sur le territoire communal, peut tout à fait participer en tant qu'entité. Parce qu'une entreprise qui a 50 employés et qui décide, OK, on veut participer dans ces scénarios, le propriétaire de l'entreprise peut tout à fait voir s'il arrive à diminuer d'un jour à l'autre la consommation qui est faite en fonction de certaines incitations qui sont envoyées au travers d'un système de messagerie ou de communication collectif. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc les élèves sont comme des locataires, ils peuvent se mettre sur les jeux. Ce sont des utilisateurs, ben oui. Alors maintenant, leur impact sur la consommation électrique du bâtiment en question,
ça c'est une autre chose. Et puis, on peut imaginer que ces mêmes élèves jouent à la fois dans le cadre quand ils sont à l'école et jouent dans le cadre familial. C'est aussi possible. Michael Huer pour la deuxième question. La première étape de notre vie familiale était d'avoir une maison bien isolée. L'opportunité qui nous est ouverte aujourd'hui, c'est de mieux comprendre notre consommation, puisque finalement, on n'a grosso modo aucune idée. On utilise l'électricité quand on en a besoin, et ça s'arrête là. Et je vois la troisième étape, ce serait est-ce qu'on pourra bénéficier d'une forme de consulting à partir du moment où on aura décidé d'investir dans une pompe à chaleur, dans du panneau solaire, etc. Moi, je vais commencer à répondre à la première partie de la question, après peut-être Emmanuel aura quelques éléments. En fait, il faut bien considérer quelle est la situation de chacun. Si, par exemple, vous envisagez, on pourrait dire, comment on appelle ça, une rénovation énergétique, en fait, donc un assainissement énergétique, et que vous changez les agents, vous envisagez de changer les agents énergétiques qui sont utilisés. Par exemple, vous faites partie de ceux qui ont un toit qui est bien orienté, vous pouvez aller sur mon toit solaire pour voir en fait quel est le potentiel de votre propriété. Vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui j'utilise du mazout, il y a une bonne possibilité d'utiliser le solaire, donc je vais remplacer le mazout par la pompe à chaleur et tenter d'autoconsommer le plus possible selon différents schémas de fonctionnement. Maintenant, pour réaliser ceci, il y a un certain nombre d'éléments encourageants au niveau des subventions qui sont allouables. Et la question se pose effectivement dans le projet, comment on peut orienter les gens intéressés pour utiliser au mieux les possibilités de subvention et choisir l'option qui serait la plus favorable. Donc, dans le projet, on va, de toute façon, concernant le cas des installations qui sont pensées à être rénovées, fournir un accompagnement. Je ne peux pas encore vous dire s'il sera complètement personnalisé ou si nous mettrons les clés à disposition au travers de notre site, mais des explications et un accompagnement existera. J'en profite juste pour dire que justement, au-delà du projet REL, mais il y a à disposition des programmes bâtiments au niveau cantonal, qui est un programme qui marche très bien. On a encore un budget assez important à disposition cette année et probablement l'année prochaine, mais on ne sait pas si on va pouvoir le reproduire dans le temps. Mais effectivement, il y a des subventions cantonales à disposition dans le cadre de la rénovation. Vous pouvez aussi profiter d'une subvention pour obtenir un certificat énergétique cantonal pour les bâtiments, un CECB, un CECB+, justement pour avoir une idée de l'action la plus intéressante à faire dans votre cas, au cas de la rénovation. Donc ça, c'est une action qui est disponible au niveau cantonal, au-delà du projet. Mais j'encourage tout le monde intéressé à aller sur le site du programme bâtiment, et puis vous trouvez toutes les indications. Et puis il y a encore un budget assez important à disposition pour cette année, probablement il sera aussi pour l'année prochaine. On part de 35 millions. Il faut vraiment aller de l'avant parce qu'on ne sait pas si on pourra pérenniser la chose. Alors bonsoir, Rolf Keller de ROL. J'avais une question justement qui touchait un peu à la limite du projet et jusqu'où il va aller, parce qu'on a eu une magnifique présentation sur l'indépendance énergétique avec tout un système d'autogestion. Est-ce que de ce que j'ai compris pour le moment du projet, c'est plutôt d'installer des capteurs intelligents, des mesures, tester la communauté pour savoir si elle réagit à des initiatives d'énergie, des choses comme ça. Est-ce qu'il est prévu de développer le réseau dans le sens de cette indépendance énergétique, d'investir dans le système qu'on a vu là, qui paraissait très intéressant? Quels sont un peu les fondements du projet en fait? C'est un peu ma question. Alors je dirais en fait, c'est bien clair que dans le projet qui dure jusqu'en 2021, on ne va pas changer fondamentalement les infrastructures de la ville de Rennes. Il y a ce qui est faisable dans le court terme.
c'est vraiment de pouvoir faire interagir les gens qui sont connectés au réseau électrique. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est par exemple, dans le cadre du projet, de dire ok, la stratégie, c'est mieux de se passer du gaz, on enlève le gaz. Hein. Ça, c'est bien sûr pas quelque chose de faisable. Par contre, le projet prévoit des réflexions qui sont à long terme dans la planification énergétique communale, qui sont fournies par des partenaires du monde académique aussi, qui est un élément important au niveau de la collaboration que nous avons avec les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir une vision de ce qu'on doit faire passer le plus possible les éléments qui produisent beaucoup de CO2 sur le réseau électrique. Par exemple, le chauffage, plus il y a de pompes à chaleur, moins on émet de CO2 localement, ça c'est sûr. Plus il y a de production décentralisée et solaire, plus on ne va même pas produire le CO2 ailleurs de l'autre côté de nos frontières. Donc oui, il y a une démarche dans ce sens qui dit on veut planifier à long terme pour voir comment le réseau électrique doit évoluer pour accueillir finalement ces besoins énergétiques qui jadis étaient fournis par le mazout ou par le gaz, etc. Pour aller plus loin, il y a des réflexions qui sont posées dans le long terme, comment les réseaux de type qu'on appelle micro-réseaux doivent évoluer énergétiquement, mais de manière multi-énergie, jamais uniquement considérer que la partie électrique, parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec ça, dans le sens où en Suisse, nous savons que l'hiver est assez long, et que si on ne tient compte que du solaire et des possibilités de stockage à long terme, non à court terme, que sont les batteries, ça ne veut pas aller très loin pour la saison hivernale. Mais ces scénarios, ils vont être placés en fait dans les réflexions qui disent comment le réseau de rôle électrique doit évoluer dans les 10, 20, 30 prochaines années et pour pouvoir remplir son rôle dans le concept énergétique communal qui aura été défini devant la même ou amélioré ou étudié durant la même période. Ok. Et sur des questions concrètes, alors peut-être sur les éléments, est-ce que vous allez apporter des éléments de mesure à l'intérieur d'une maison pour savoir qu'est-ce qui consomme de l'énergie, quels sont avec des appareils qui mesurent l'énergie, pour savoir si c'est la télé qui consomme, etc. Et puis est-ce qu'il y a aussi un concept de batterie, soit locale, déportée, centralisée, ou des choses comme ça qui sont peut-être dans le prévu? Alors tout à fait. Pas dans la phase primaire du projet, mais on va regarder effectivement si l'évolution des conditions cadres, par exemple, rend assez accessible l'installation de batteries qui sont résidentielles, donc qui s'installent vraiment chez l'utilisateur. On peut imaginer prendre contact avec les mêmes participants au reste du projet pour voir si ça les intéresse ou pas. On peut aussi imaginer d'autres modèles d'affaires, c'est-à-dire où il n'y a pas un investissement qui est nécessaire. Et dans tel cas, cette autre approche, la batterie, pourrait être mise en place sans réel frais pour le propriétaire. Mais là, on est dans d'autres relations commerciales. Le but premier, il est de déterminer finalement quelles sont les grandes lignes de la stratégie, enfin comment la stratégie énergétique impacte une ville comme Rolle. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre, à quel rythme et quelles étapes? Oui, Simon Surol, j'aimerais poser une question au professeur Maréchal parce que j'ai été vraiment subjugué par la présentation sur la ville de Genève avec ces nouvelles technologies, cette mutualisation de sources d'énergie. J'aimerais savoir dans quelle mesure ce projet-là est transposable à un environnement qui est beaucoup plus rural, comme le nôtre, et puis si on obtient les mêmes résultats et si l'investissement est supérieur ou inférieur par rapport
aux environnements dans lesquels on réaliserait ce projet? Alors, le concept est tout à fait extrapolable. Hein. C'est dans le cas de Genève, en fait, on profite quand même de la densité et puis de la variabilité des demandes. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des banques qui ont besoin d'être refroidis en même temps que des bâtiments comme ça d'être chauffés. Et puis, on est beaucoup plus dense, donc ça veut dire que les investissements par kilomètre on a besoin de moins de kilomètres pour transporter l'énergie. Mais le concept est tout à fait transposable. Ce qui est important, en fait, c'est qu'il doit être adapté à l'endroit où on se trouve. Et c'est vrai qu'à partir d'une certaine densité, il est plus facile de directement creuser dans le sol que d'aller chercher de l'énergie chez les voisins. N'empêche que ce qui est important, c'est de bien planifier et de ne pas se tromper. Parce que l'investissement qu'on va faire, si on fait un investissement d'infrastructure, c'est pour 60 ans. Et par exemple, aujourd'hui, si je travaille avec Lausanne, eh bien, on assume encore la responsabilité des personnes qui ont décidé de développer un chauffage urbain à 120 degrés. Et on est obligé de vivre avec et de l'améliorer en fonction. Et donc, où je vais tirer la sonnette d'alarme, c'est et surtout ne développer plus des chauffages urbains à haute température ou ne développer pas du gaz avant d'avoir réfléchi à des solutions plus efficaces. Et après, c'est vraiment une question, je crois là aussi, on se trouve à la frontière entre les personnes et les autorités, puisque là, il y a une responsabilité de développement d'infrastructures, de promouvoir des infrastructures qui sont là des infrastructures de partage d'énergie résiduelle en réalité. Oui, encore une petite question. Donc, comme mentionné avant, j'ai déjà mon compteur intelligent. J'aimerais bien participer à ce projet et j'aimerais pouvoir monitorer et visualiser, voir ma consommation. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok. Pour ce qui est d'avoir accès aux données qui sont en rapport à votre consommation, on va, puisque cette expérience est un peu avant-gardiste, en fait, donner la possibilité au travers du site internet de pouvoir se connecter en tant que client pour que vous ayez la possibilité de voir d'une part la somme des consommations de l'ensemble de vos partenaires dans la communauté réelle et pouvoir isoler la vôtre. Mais là, il faut qu'on règle 2-3 petits problèmes pour que ce soit pas tout le monde qui puisse le faire, sinon on tombe dans la problématique soulevée par monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que n'importe qui alors saurait quand vous êtes chez vous ou pas. Mais on réfléchit à ça pour donner à la fois la possibilité de pouvoir voir l'ensemble de la collectivité qui participe au programme et que chacun ait la possibilité d'interroger son propre compteur et voir son propre résultat en fait. Et peut-être après, vous avez la possibilité de tester des interventions qu'on peut développer ensemble, que vous avez les hypothèses, ça c'est ce que vous voulez, et comme ça on peut tester qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut l'impact, et comment est-ce que ça compare avec les autres. On pourrait aussi faire une compétition dedans. Merci pour les présentations. Moi j'ai une question qui est dirigée surtout aux fournisseurs au monde d'énergie et puis aux autres prestataires de services par rapport à comment ces modèles vont affecter le futur des modèles d'affaires de ces prestataires. Est-ce qu'il y a beaucoup de prestataires dans la région? Ici on est dans un cas bien concret d'un projet, mais comment est-ce que ça va affecter et comment est-ce que l'utilisation des données, le regroupement de ces communautés qui pourront se faire en autoconsommateurs vont affecter vos modèles d'affaires et comment les prestataires vont réagir? C'est justement un des objectifs du projet, hein. C'est vraiment de pouvoir se rendre compte comment... D'ailleurs, la question fondamentale pour le monde d'énergie, c'est dans la transition énergétique,
en tant que gestionnaire de réseau de distribution, pas les autres activités du groupe. Quelle doit être notre position dans la transition? Qu'est-ce qu'on doit offrir, puisqu'on est du côté des infrastructures, aux utilisateurs pour qu'ils puissent être des acteurs de la transition? Ensuite, bien sûr, comme je disais avant, si un modèle prévoit l'installation de batteries sans frais pour le propriétaire, on peut bien comprendre que ça présuppose qu'il y a un service et que ce service-là sera payant. Mais dans le cadre du projet, ce qu'on veut faire, en fait, c'est déterminer où sont les limites qui existent entre ce qui est du domaine de l'infrastructure de réseau et que nous devons mettre à disposition de tout un chacun, et ce qui est du domaine plutôt du marché libre, qui est hors de notre périmètre. Maintenant, pour les installateurs locaux, alors dans le cadre du projet, les photos que je vous ai montrées de ces équipements de gestion énergétique sont des équipements qui ne font pas partie de notre catalogue de fournitures pour remonter d'énergie. C'est un partenaire qui est en fait lié à l'environnement académique que nous avons mis en place. Et nous mettons cette solution à disposition parce que ça ne pose pas de problème pour les partenaires académiques de pouvoir accéder au cœur de ces produits, notamment en fait à leur logiciel. Et c'est pour ça en fait que cette solution est proposée. Mais on peut très bien imaginer dans le cadre du projet, on se rend compte que maintenant le marché est suffisamment prêt pour que les installateurs locaux puissent proposer des solutions qui sont presque du domaine de la grande distribution, et qui rejoignent un projet qui a été d'abord basé sur telle ou telle solution pour des questions pratiques, augmentant ainsi le volume de gens qui participent en fait à la flexibilisation du réseau. Ouais. Donc, c'est clair que comme la domotique il y a 20 ans, la transition énergétique va créer des opportunités d'affaires pour quasiment l'ensemble des acteurs du secteur énergétique, de la fourniture d'équipements à la livraison de solutions clés en main, voire même de contrats clés en main où l'ensemble des services seraient inclus. Merci. Merci. Je vous propose encore une question, Laura Monson, et puis après, si vous avez encore des questions, vous pourrez approcher de manière plus informelle et plus conviviale nos intervenants dans le foyer qui se trouve juste à côté où vous sera servi un verre de l'amitié. Alors, sur une question pour clore peut-être des questions ici, pourquoi avoir choisi Rolle et comme on peut le voir aussi sur la carte, le bas de Perrois comme échantillon pour ce projet? Oui, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, la question, elle n'est pas de savoir s'il y a de la technologie à disposition pour faire un démonstrateur ou un projet pilote. La question, elle est où est-ce que les conditions minimales pourraient être remplies pour procéder à ce démonstrateur. Et dans notre cas, bien entendu, on a trouvé dans l'ensemble de nos réseaux, aucun réseau qui vraiment connaissent les difficultés d'exploitation que nous promet la pénétration importante de production d'origine renouvelable dans le réseau. Alors, on s'est focalisé sur où est-ce que nous disposons des moyens de communication au niveau de nos infrastructures de réseau qui ne posent pas déjà un premier écueil quant à la collecte des données. Donc, il se trouve que sur cette fameuse artère qui, effectivement, alimente une partie de consommateurs qui sont sur Mont-sur-Rhône, comme tout au bas de la commune de Perrois, c'est en fait cette artère était équipée déjà dans un plan à long terme de fibre optique, ce qui nous simplifie grandement la vie. D'autre part, il faut une certaine mixité du territoire. Un vol, c'est intéressant parce qu'il y a des parties résidentielles, il y a une petite partie urbaine. On n'est pas complètement dans
le rural et cette artère qui est en plein centre de la ville forcément était plus intéressante que d'autres possibilités dans nos réseaux. Voilà. Essentiellement, c'est la raison qui nous a amené dès le début en fait, des discussions. Il faut savoir que ce projet a débuté il y a maintenant presque 2 ans, presque plus, entre la définition des objectifs scientifiques, académiques, les échanges avec l'Office fédéral de l'énergie et finalement l'établissement d'une collaboration avec les autorités cantonales, communales qui nous paraissaient quand même assez essentielles afin de pouvoir réunir le citoyen plus que le consommateur.